Donc voilà comment ça s'est passé. Un matin du mois de juillet, 5h30, 6h du matin, il arrive dans son champ. 1965. 1965, 1er juillet 1965, il arrive dans son champ. Il commence à préparer pour travailler. Belle journée, beau soleil, exceptionnelle journée. Et dans un champ, il y a ce qu'on appelle un clapier. Un clapier, ce sont les pierres que l'on retire à mesure qu'on cultive le champ, qui font partie du champ et qu'on enlève pour faire, parce qu'elles sont au milieu du champ, et donc les pierres, on les met les unes sur les autres, et on appelle ça un clapier, c'est-à-dire des milliers de pierres, et il est pris d'une envie légitime, humide et guidée, c'est-à-dire qu'il va aller se libérer d'une petite envie. Et lorsqu'il revient, il rentre dans son champ et il dit « Ah mais coquin de soir, mais qu'est-ce que c'est ça? Une dauphine dans mon champ à 6h du matin ?» Parce qu'il a cru croire une dauphine. Et puis il se dit « Une dauphine? Non, c'est pas une dauphine. Mais qu'est-ce que c'est ?» Et puis il s'aperçoit que cet objet, qu'on appelle un ovni, un objet volant non identifié, c'était pas une dauphine qui y ressemblait, mais quelque chose qui était étrange. Donc il s'approche, puis qu'est-ce qu'il voit? Il voit un petit bonhomme penché sur ses lavandes, qui est en train de regarder par terre, et un deuxième qui était à côté. Mais il se dit, mais qu'est-ce que c'est ces gens? Qu'est-ce qu'ils font là? Et puis lorsque la première personne s'est redressée et qu'elle l'a vu, elle a sorti de son petit, de son sac, ou de un petit tuyau pas plus long, et elle a guidé son tuyau sur lui. Et lorsqu'il s'est avancé, il a été paralysé. C'est-à-dire, il a été paralysé. Il n'a plus pu parler, plus pu avancer, mais il voyait tout, il entendait tout, mais il était paralysé. Et ces gens qui voyaient en face d'eux, il a dit, ben, c'était des petits, ils étaient tout petits, de la taille d'un gamin de 13-14 ans. Pas plus haut, avec de grosses têtes, pas de cou. Mais surtout ce qu'il a dit et qui a été pour moi important, dans leurs yeux, ils voyaient de la bonté. Ils ne voyaient pas de la méchanceté, ils ne voyaient pas en face de lui des gens qui étaient agressifs, ils voyaient des gens avec une bonté exceptionnelle. Ça ressemblait à une dauphine avec un trou central de 40 cm de profondeur qui a été mesuré scientifiquement, avec 6 pieds posés par terre. Et lorsque cet objet volant non identifié s'est envolé, qui est parti du côté de Manosque, sans un bruit, 6h du matin, ça a disparu. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que où là, cette fameuse soucoupe volante s'est envolée, les lavandes étaient brûlées, et sur son champ, il y avait un trou, avec, comme si c'était posé quelque chose avec une pression terrible, forte, qui a strié la terre, et cette terre qui était meuble quand il l'a touchée, au bout de 20 minutes, elle est venue dure comme du béton armé. Il rentre chez lui, et il n'en parle même pas à sa femme, il en parle à sa fille. Et il lui dit à sa fille, écoute, j'ai vu quelque chose exceptionnel, j'ai vu quelque chose, sa fille lui dit, mais mène-moi. Donc il amène sa fille sur les lieux où ça s'est passé, et puis ça va, un jour, 2 jours, le lendemain, vous savez, des choses comme ça, vous ne pouvez pas le garder en vous, c'est pas possible. Quand c'est fort, c'est fort. Bon, il s'est dit, alors il avait un ami qui s'appelait Dédé Moisson, qui était au bar des sports, où il venait tous les jours, puisque moi, on prenait l'apéritif ensemble. C'est pour ça que je dis on avait cette sympathie et cette amitié. Et il dit à Dédé Moisson, j'ai vu quelque chose de terrible. Et Dédé Moisson lui dit, mais attends, ça il ne faut pas le garder pour toi, nous allons à la gendarmerie. Parce que les gendarmes, vous savez, ils sont comme tout le monde, ils croient que ce qu'ils voient. Donc venez, vous êtes un affabulateur, vous avez fait ça pour vous faire de la publicité, vous aviez bu, vous étiez ci, vous étiez ça. Donc tous les jours jusqu'à 3h du matin, expliquez-nous pourquoi vous avez fait ça pour faire de la publicité, parce que vous aviez, enfin, tout, et jusqu'au jour, il a dit, j'en ai assez, j'en ai assez. Moi, je l'ai dit, mais je ne le dirai jamais plus.
Donc, il rentre chez lui, et ce que m'a dit son épouse, Jeannette, après qu'il soit mort, c'est qu'à l'époque, il dormait, disons, 5-6 heures par nuit. Et bien là, il dormait, il fallait qu'elle le réveille. Il ne se réveillait plus. Il n'a jamais fait ça pour l'argent, il n'a jamais fait ça pour la gloire. Il a vu vraiment quelque chose qui est intriguant. Et aujourd'hui, en 2010, les scientifiques, et là j'aimerais qu'on me contredise, ne peuvent pas vous dire c'est ça ou c'est ça. C'est pas vrai, et ils nous disent que ça fait partie dans le monde entier des phénomènes qu'on ne peut pas expliquer. Voilà. Donc voilà l'histoire de Maurice Mas, et je vais vous dire mieux que ça, quelques années après, il les a revus. Et il a dit à Jeannette, son épouse, surtout n'en parle pas parce que j'ai pas envie que ça recommence, mais c'était tellement beau que j'aurais voulu que tu sois là. Pendant 10 ans, plus rien n'a poussé dans son champ. Mais aujourd'hui, plus personne ne sait où c'est. Parce qu'on ne veut pas exploiter ça. On était bien amis, nous prenions l'apéritif ensemble. Il s'appelait Maurice comme moi, le midi on se voyait. Il a été filmé, puisque France 2 a fait un reportage. Et on me disait, est-ce que M. Mas peut parler? J'ai dit non. Par contre, il est là, ben vous pouvez... Voilà, allez voir Maurice. C'est pour dire à quel point j'étais son confident. Et il m'a dit un jour, je te dirai la vérité, mais je te dirai exactement ce qui s'est passé. Et je le dirai à mon petit-fils. Ce qu'il m'a dit à moi, mon petit-fils, je dirai tout ce qui s'est passé. Je ne dis pas, je dirai la vérité, ce qui semble différent. Parce que je dis qu'il a toujours dit la vérité. Mais il a toujours dit, il m'a dit, c'est mon petit-fils qui saura tout. Malheureusement, un an après, il est mort. Et son petit-fils, ben, apparemment, ou il veut rien dire, ou lui a rien dit, après tout, je ne sais pas. Voilà. C'est une histoire troublante, une histoire qui trouble tout le monde. Et j'ai rencontré des gens de partout, parce que je vais à Paris, je vais partout, qui me disent, on n'y croit pas, mais malgré tout, on est intrigué. Alors même ceux qui disent, c'est pas possible, c'est pas vrai, eh bien, sont intrigués. Dans ce cas précis, on remarque qu'il y a des informations extrêmement précises, et ces informations ont disons une véracité particulière lorsque, notamment, il y a des traces sur le sol. Mais qu'est-ce qu'on en fait par la suite? Qu'est-ce que les autorités en font par la suite? Là, c'est toujours un mystère qui se résume en un seul mot d'ailleurs, le blackout. On parlait de blackout, mais pourtant, Jimmy Gueux était allé à Trans-en-Provence et il avait interrogé un chercheur du CNRS qui avait étudié les traces laissées par un ovni chez un particulier de cette ville. Tout à fait. Trans-en-Provence, il y avait l'affaire Montauroux, il y a l'affaire dite de Maurice Mas, donc je crois que c'est sur le plateau d'Albion, Valençol, voilà. Et ces traces-là sont effectivement étudiées. Alors elles sont étudiées parce qu'il y a des prélèvements, qui sont faits, et il y a des constats, des informations qui sont données à partir de là. Mais qu'est-ce qu'on en fait? Qu'est-ce qu'on peut en tirer? C'est toujours le problème. Alors, c'est bien beau de faire des prélèvements sur le sol, mais que s'est-il véritablement passé au niveau de ces, notamment, rencontres du troisième type? Alors, ce qu'on peut remarquer, et notamment sur le plan des observations, c'est deux choses. La première, c'est l'intense, je dirais, choc de la part de ceux qui ont été approchés. Je vous rappelle, en ce qui concerne Maurice Mas, que c'est un homme extrêmement terre-à-terre, sincère, et il a raconté ce qui lui était arrivé. Maurice Mas a été vraisemblablement, et pendant plusieurs années par la suite, sans doute un petit peu connecté, où il est resté un petit peu en résonance. Vous pensez bien que le fait de rencontrer un objet non identifié, volant, ou d'avoir une rencontre du troisième type avec quelque chose qui est d'ordre humanoïde, va marquer ou va laisser un certain nombre de traces. Et ces traces vont évidemment modifier le comportement que l'on va ensuite avoir dans l'existence. Ce n'est pas une expérience ordinaire. Alors, qu'est-ce que ça va effectivement produire? Sans doute, moi, ce que je pense être une connexion particulière avec l'univers, avec autre chose dans la nature. Mais on aura le temps d'en parler.
Alors, ce qui est intéressant dans le cas de Maurice Mas, c'est que nous avons des témoignages croisés et nous avons rencontré Maurice Chassepoul, le conseiller général de Valençol, qui nous avait parlé d'une rencontre qu'avait vécue Maurice Mas vers Gréoux-les-Bains quelques années avant sa mort. Et effectivement, cela confirme vos propos parce que Maurice Mas disait avoir été profondément bouleversé par cette rencontre et voire métamorphosé. On sentait une vision des choses, un état de conscience qui était modifié, voire élargi. Je pense, moi, que quand une rencontre a lieu, elle concerne un individu, et ensuite ça fait de cet individu un témoin.